Alors, sujet, le nombre pi pour les anciens Égyptiens. Yann me disait, mais il y a encore des choses à dire là-dessus, parce que c'est peut-être si vous avez déjà un petit peu euh, étudié ou eu la curiosité de vous intéresser à l'Égypte, c'est quelque chose qui est dit depuis maintenant un petit moment. Toutefois, l'idée que les Égyptiens connaissaient le nombre pi, sur Wikipédia, c'est pas tellement écrit, quoi, hein. Ils ont plutôt tendance à dire que les Égyptiens, non, ils connaissaient pas pi avec précision, que c'était vraiment. Et du coup, je me suis dit, il faut quand même creuser un peu, comprendre pourquoi les égyptologues disent que les Égyptiens ne connaissaient pas le nombre pi. Donc, je suis parti de là. Qu'est-ce qui fait qu'ils disent qu'ils ne le connaissaient pas? Et puis, quels sont les éléments de preuve des uns et des autres qui affirment qu'ils le connaissaient? Et forcément, en y mettant un petit grain de sel aussi personnel, en m'appuyant sur aussi d'autres chercheurs, eh ben, j'ai tiré le fil le plus possible. Et ça fait 1 an que j'ai commencé en fait cette conférence. Et au départ, c'était simplement un article que je voulais écrire. Et donc, je l'avais commencé il y a 1 an. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, un article, il va falloir que je fasse au moins une vidéo pour l'expliquer. Et puis finalement, je fais une petite présentation comme ça, une petite conférence, euh, parce que parce que c'est plus sympa de partager les choses que j'ai travaillé longtemps pour les comprendre, avec des gens qui sont curieux, parce que je ne me sens pas tout seul sur Terre à faire ce genre de recherche. Parce que des fois, franchement, on se dit, waouh, c'est pas un sujet au JT de TF1 à 20h. On n'en est pas là. Mais pour autant, vous allez voir qu'il y a des choses vraiment étonnantes. Et ce matin, en relisant le diaporama, je me suis dit, ouais, ça va faire une bonne conférence. Sympa. Et donc, j'ai ajouté saut de la connaissance cosmologique. Bon, ben, c'est effectivement les conclusions auxquelles j'arrive à la fin de la conférence. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté ce sous-titre. Alors, notre petit sommaire. Notre petit sommaire, quand même, ça va vous guider un petit peu, pour que vous sachiez un petit peu où on va. On va tout simplement commencer par évoquer qu'est-ce que pi et à quoi ça sert de nos jours. Voilà, quelles sont les applications de nos jours, où est-ce qu'on va retrouver ce genre de choses. Maintenant, et ensuite, dans la deuxième partie, la première c'est vraiment une introduction, hein. Dans la deuxième partie, on va voir quelles sont les grandes hypothèses opposées à propos de la connaissance de pi par les anciens Égyptiens et ce sur quoi elles reposent. C'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes disent que ça repose sur tel ou tel fait important ou pas. Et là, après, on va quand même pousser un peu plus loin l'analyse d'un papyrus qui décrit cette possibilité qu'avaient les Égyptiens d'approcher le nombre pi. Parce qu'il a été analysé de manière assez. J'ai un bouquin qui doit traîner ici. Il y a plusieurs ouvrages qui en parlent, mais par exemple, c'est un bouquin de mathématiques égyptiennes qui est fait par une égyptologue. Et on retrouve à peu près la même analyse dans tous les bouquins de mathématiques égyptiennes à propos de ce nombre pi. Et en fait, c'est une analyse purement descriptive, il n'y a pas de réflexion derrière pour comprendre qu'est-ce qui a poussé les Égyptiens à utiliser cette méthode-là dans ce papyrus. Donc ça, on va le creuser un petit peu et vous allez voir que c'est vraiment étonnant. Et enfin, évidemment, on va essayer de répondre à la question fondamentale, pourquoi le nombre pi dans la Grande Pyramide? Pourquoi c'était aussi important d'aller encoder un nombre comme ça dans un monument des plus énigmatiques au monde? Et puis si on a le temps, mais je pense qu'on aura le temps, j'ai un petit bonus sympa à vous présenter et je pense qu'on aura le temps de le faire. D'ailleurs, il faudra le faire. Voilà un petit peu pour vous donner la trame. Alors, pi, ça vraiment le truc que vous savez certainement, hein, comme moi, je me souviens avoir appris ça à l'école. C'était au CM1, pour la première fois que j'ai rencontré le nombre pi, où en gros, j'ai appris que c'était le rapport entre le diamètre d'un cercle et sa circonférence. Voilà, mais on ne nous a pas dit d'où ça sortait, et voilà, donc j'ai appris ça comme ça. Et j'attire juste votre attention sur le fait que souvent, nous, on dit pi, c'est 3,14. Mais en fait, c'est autant le rapport entre le diamètre et sa circonférence qu'entre le rayon et la circonférence, puisque pour faire un cercle, souvent, on a besoin d'un rayon de compas et on trace notre cercle. Donc on pourrait aussi considérer que le nombre pi, c'est aussi son double, hein, 6,28. Ce sont deux valeurs qui pourraient tout à fait être considérées comme étant le nombre pi. Mais nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a choisi 3,14.
Alors, le nombre pi, on le retrouve dans plein de paramètres, dans plein de données, notamment ici en physique. Dans les équations qui servent à calculer la période d'un pendule, et bien, dans ces équations, on va retrouver le nombre pi. D'ailleurs, 2 pi d'ailleurs. 6,28. On va retrouver une racine carrée, la gravité. Donc, on le retrouve dans des équations comme ça, de sciences physiques pures. Et on retrouve également quasiment la même équation dans notre système solaire, la période de révolution des planètes autour du Soleil. Et bien, l'équation est en fait la même, hein, quasiment. Simplement ici, sur la gravité sur Terre, c'est la constante gravitationnelle, et là, c'est la masse de l'objet en question. Mais c'est exactement la même structure. Et on retrouve donc dans l'équation le nombre pi qui régit en fait notre cycle des planètes autour du Soleil, et pareil pour la Lune et la Terre. On le retrouve dans plein de domaines différents, également dans les mathématiques, dans les statistiques. Par exemple, ça, c'est une courbe qu'on appelle la courbe de Gauss. Et on peut retrouver, en fait, dans certaines fonctions de probabilité, on retrouve des structures mathématiques qui font appel au nombre pi. À partir du moment en fait, où vous avez une courbe qui fait comme ça, ou une sinusoïde, vous allez retrouver dans les mathématiques ce nombre-là qui organise les choses. On peut le retrouver également en musique. Hein. Donc là j'ai pris un exemple. La fréquence de résonance d'un tuyau sonore, eh ben, il y a une équation très compliquée, vous allez voir. Voilà. Et en fait, on voit qu'on trouve dans ces équations, hop, le nombre pi à plusieurs reprises. Il est présent dans les équations. À grande échelle, en cosmologie, eh ben, on voit apparaître le nombre pi aussi dans des équations qui relient la gravité et la constante de Hubble, ici. Donc ça, c'est une équation qui traite de la densité de l'énergie de l'univers. Bon, alors, je ne saurais pas vous expliquer exactement ce que c'est, mais j'ai cherché des exemples dans tout un tas de domaines où on trouve où le nombre pi intervient. Et donc, en voici quelques-uns. Autre exemple, donc toujours en physique, mais cette fois-ci, on ne va pas parler de la gravité, mais d'une autre loi, qui est la loi de Coulomb, et qui notamment intervient dans les phénomènes électrostatiques. Vous avez tous déjà pu constater les phénomènes électrostatiques avec des bouts de plastique. Si vous avez frotté votre main, par exemple, sur un tapis bien sec, du papier, un bout de plastique, vous arrivez à le faire bouger ou à le lever, il se colle à la main. Et donc ça, c'est d'autres forces. Et dans ces forces-là, d'électrostatiques, on a également le nombre pi qui intervient. Et j'attire l'attention sur une chose, c'est que cette loi de Coulomb, là, qui traite de l'électrostatique, on sait, enfin, en tout cas les physiciens ont compris qu'elle participait à structurer, en tout cas à expliquer la cohésion d'un cristal de chlorure de sodium, qui est composé d'électrons de chlorure et de sodium. Donc ça, c'est intéressant parce que cette électrostatique, c'est une sorte de force en fait, qui va attirer de la matière, et en même temps, elle a une influence, elle peut structurer la matière. Donc ça, c'est, je trouve, un truc intéressant à garder à l'esprit. Donc toujours en physique, mais cette fois-ci, c'est lié à la lumière. Donc la lumière, ce sont des ondes, hein, comme le son. Et donc, pareil, on retrouvera le nombre pi systématiquement parce que, tout simplement, dès que vous avez des formes comme ceci, vous allez forcément avoir le nombre pi qui intervient dans les équations. Voilà, donc là, ici, voilà, une équation bien simple, évidemment, pour retenir très rapidement. Et voilà, des exemples en biologie. Alors, en biologie, eh ben, la diffusion de l'oxygène dans l'organisme, il y a des équations pour l'évaluer, et ça fait intervenir également le nombre pi. Ce qui en fait est assez logique parce que la plupart des structures dans lesquelles circule, enfin ici l'oxygène circule dans des capillaires, dans des artères, dans des veines, qui sont en fait des tuyaux. Et donc il y a une partie, forcément, le diamètre du tuyau c'est un cercle, enfin la circonférence c'est un cercle, et donc forcément ça génère la présence du nombre pi en fait. Toujours en biologie, alors je suis tombé par hasard sur un article, c'est une publication scientifique qui suggère que dans le cerveau, la construction neuronale, elle suit une architecture fractale. Autrement dit,
ça veut dire mathématique. Ça veut dire qu'il y a une géométrie et des mathématiques et des nombres qui structurent l'organisation neuronale du cerveau. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et pareil, les mêmes raisons sont données dans l'article pour expliquer ça. C'est parce que ce qui intervient dans la construction des tissus, ce sont souvent des volumes qui s'approchent des sphères et des cylindres. Bref, vous avez vu, j'ai fait un rapide tour. Il y aurait plein d'autres exemples à donner. Vraiment, c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu partout. Là, ça c'est autre chose, c'est quelque chose dont j'ai parlé déjà une fois ou deux, c'est une curiosité que je partage avec vous. Mais dans des choses beaucoup plus terre à terre et plus simples, que vous allez tous pouvoir comprendre rapidement, on dit la fréquence cardiaque maximale théorique d'un être humain, c'est 220 battements par minute, moins son âge. C'est une formule courante, voilà, qu'on lit dans plein de bouquins de physiologie et de médecine. Et pour un bébé, un nourrisson qui vient de naître, d'un coup, en théorie, puisque c'est 220 moins l'âge, sa fréquence cardiaque maximale, lorsqu'il s'agite, ça va être 220 pulsations. Ce sont des données qui sont observées à partir d'un très grand nombre de mesures faites dans les années 50-60, où on s'est dit, bon, globalement, ça tend vers ça. Et pour un bébé au repos, sa fréquence cardiaque de repos, c'est environ 140 battements par minute. Et pour un adulte, de manière générale, sa fréquence cardiaque de repos, c'est environ 70 battements par minute. Donc déjà, je pense qu'il y en a qui ont déjà remarqué que ces chiffres étaient déjà assez curieux. Parce que par exemple, le rapport entre la fréquence cardiaque maximale et de repos d'un nourrisson, c'est un rapport qui vaut 11 septièmes. Et 11 septièmes, c'est la moitié de pi, c'est pi sur 2, par exemple. Ensuite, le rapport entre la fréquence cardiaque maximale théorique de l'humain et de repos d'un adulte, 220 par 70, du coup, ça fait pi. Voilà, le nombre pi, avec une fraction en plus qui est 22 par 7. Ça, c'est curieux quand même. Et parce qu'évidemment, c'est très étonnant, très curieux, parce que les dimensions de la grande pyramide, c'est 880 coudées, c'est son demi-périmètre, et 280 coudées, c'est sa hauteur. Et ça nous donne la fraction 22 par 7 également. Ça, c'est assez étonnant, parce que ces battements, c'est quelque chose qui sont liés à une mesure du temps, 24 heures, 60 minutes, 60 secondes. Donc c'est assez étonnant, mais ça ne s'arrête pas là, parce que ce rapport 11 septième, c'est celui de la tension qu'on mesure chez les femmes adultes en millimètres de mercure. C'est 11,7, la maximale pour la diastole et la systole 7. Enfin, je ne sais plus si c'est diastole, systole, voilà, je ne me rappelle plus. Mais c'est 11 septième aussi. C'est assez étonnant, c'est très curieux parce que c'est le même rapport qu'on retrouve sur la grande pyramide, puisque sur la grande pyramide, par exemple, si vous considérez que vous avez 11 unités à la base, vous en avez 7 pour la hauteur. Alors ici, c'est 440 en vrai, et 280 coudées. Mais ça fait le rapport 11 septième, si on simplifie la fraction. Donc c'est le même rapport. Et c'est donc aussi ce rapport qu'on avait vu à l'instant avec les bébés qui ont une fréquence cardiaque maximale et de repos qui donne ce rapport 11 septième. C'est assez curieux. Alors pour les hommes, c'est pas tout à fait pareil. Souvent, le standard d'un jeune homme adulte qui n'a pas de problème de santé, c'est 12,8. Et 12,8, ça fait un rapport 3 sur 2. Et c'est celui de la pyramide d'à côté, qui est la pyramide de Kephren. 3 pour la base, 2 pour la hauteur. Donc tout ça est tout de même assez amusant, je trouve. Et on va se dire, ouais, bon, c'est peut-être des coïncidences, mais voilà, c'est des éléments, je pense, qui ne sont pas à prendre à la légère. Et donc, on va un petit peu creuser maintenant, qu'on a vu cette introduction, les grandes hypothèses concernant le nombre de pi en Égypte. Donc, je vous en ai parlé à l'instant, je vous ai montré le livre. Donc, j'ai pris cet exemple-là, il y a plusieurs livres qui donnent la même information. Celui-ci, c'est un bouquin qui est écrit par Marianne Michel, donc une égyptologue française, qui a participé en gros à traduire le papyrus, un papyrus égyptien qu'on appelle le papyrus de Rhind,
qui est un des rares papyrus qui nous soit parvenu où il est question de mathématiques. Et donc, dedans, il y a tout un tas de problèmes, que l'explication, l'énoncé et les corriger. Et donc, il y en a quelques-uns qui traitent du cercle. Et globalement, dans ce papyrus, il est expliqué que les Égyptiens, pour eux, un cercle de diamètre 9 unités aurait une surface équivalente à un carré de 8 unités. Il faut juste comprendre qu'en fait, on prend par exemple 9 coudées pour le diamètre du cercle et 8 pour le côté du carré. Et en théorie, dans ce document, les Égyptiens auraient considéré que c'était pareil. Et c'est donc de là que viendrait la méthode égyptienne pour calculer, pour déduire le nombre pi. Quand on étudie ce qui est marqué dans le papyrus, on en déduit du coup une fraction que voici, qui est 256 sur 81, qui est égale à ce qui serait, paraît-il, l'approximation qu'avaient les Égyptiens du nombre pi. J'ai oublié un zéro ici, là. C'est 3,16047. Voilà, qui serait, a priori, la meilleure approximation qu'auraient fait les Égyptiens du nombre pi. Et parce que c'est écrit dans ce papyrus, eh ben, ça veut dire que les Égyptiens avaient une connaissance très approximative. Mais moi, je rencontre déjà un premier problème. C'est que ces nombres-là sont déjà des nombres qui sont des nombres canoniques. Mais je vais vous l'expliquer autrement. Au lieu de faire la division des deux, je fais le produit. Et quand je fais le produit des deux, j'obtiens 207,36. Ça, c'est la valeur de la toise mégalithique en mètres. La toise mégalithique, c'est une mesure la plus ancienne qu'on ait redécouverte par le professeur Thom. J'en ai beaucoup parlé dans des vidéos, j'ai fait un petit bouquin dessus. Et le professeur Thom, il avait déduit en étudiant l'architecture mégalithique, les cercles de pierre notamment, qu'il avait étudiés. Des cercles, hein, attention, il a découvert dans des cercles. Il mesurait les cercles de pierre en Grande-Bretagne, et il avait trouvé des nombres entiers redondants de mesure sur les diamètres ou les circonférences. Et de toutes les données statistiques, sur 300 cromlechs qu'il a mesurés, il en a déduit deux mesures, qui sont les mêmes, un yard, dont la valeur est affichée, je crois, ici, là, et une toise qui vaut 2,5 yards. Et il avait dit, ben voilà, de toutes les mesures que j'ai prises, ce qui ressort statistiquement, c'était ça, la toise mégalithique. Et en mètres, elle vaut ceci, la toise mégalithique. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première curiosité qui, à mon avis, devrait nous inciter à réfléchir sur pourquoi les Égyptiens ont choisi cette fraction-là, parce que peut-être qu'ils l'ont choisie et que ce n'est pas juste qu'ils ne savaient pas faire mieux. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'on a tendance à attribuer à Archimède la découverte du rapport 22 par 7. Mais en fait, Archimède, dans ses articles, à aucun moment il dit « j'ai découvert la fraction 22 par 7 ». Il ne le dit pas. Je suis allé relire son traité sur la mesure du cercle. Il ne le dit pas, absolument pas, et aucun auteur grec ou romain de son époque ou les siècles après attribue à Archimède la découverte de ce rapport. Absolument personne. C'est uniquement à partir du 19e siècle qu'en Europe, on s'est dit à dire « bah non, mais en fait c'est Archimède qui a trouvé ça ». Mais jamais Archimède l'a revendiqué et personne ne lui a jamais attribué à l'époque où il vivait ou les siècles suivants. Donc déjà, c'est, je trouve, un petit peu étonnant. Donc là, je vous ai mis une liste d'auteurs qui, au contraire, disent tous les auteurs grecs romains attribuent aux Égyptiens l'invention des mathématiques et de la géométrie, et y compris l'arpentage. L'arpentage, ce que faisaient les géomètres. Quasiment tous les auteurs que vous lisez de l'époque, ils disent tous les Égyptiens qui ont inventé cette science. Mais nous, on préfère dire que c'est Archimède, enfin notre époque, on dit ouais, c'est Archimède, les Égyptiens, ils ne savaient pas faire. Voilà. C'est assez étonnant. Et quand on creuse un petit peu donc, le document d'Archimède, donc évidemment, il ne dit pas qu'il a découvert la fraction, mais en fait, il pose des choses dans l'introduction de son article, il dit voilà, et il pose notamment une chose, il dit une hypothèse, enfin, on dirait qu'il pose quelque chose et après il le démontre. Un petit peu comme s'il était un enseignant qui apprend à ses élèves le théorème de Pythagore.
Il dit voilà, je vous présente un théorème, je vous dis ça, maintenant je vais vous démontrer ça. Mais c'est un savoir qui a l'air d'être ancien ou banal à l'époque, quoi. Et donc lui, par exemple, il pose en introduction de son article que le rapport entre la surface d'un carré et d'un cercle de même largeur est très proche du rapport 11 à 14. C'est ce qu'il dit. Et de là, il arrive à la fraction 22 par 7. Après, il pose un peu plus loin, dans un deuxième paragraphe, une autre chose qu'il veut démontrer, c'est que le rapport entre le diamètre et la circonférence d'un cercle est compris entre ces deux fractions, que sont 223 sur 71 et 22 par 7. Et après, il le démontre avec la géométrie et la trigonométrie. Et voilà, c'est ce que je dis, il se contente de le vérifier, et il ne cite pas l'origine de la connaissance, et en même temps, il ne s'attribue pas ses découvertes. Alors 11 à 14, peut-être si vous avez un petit peu quelques souvenirs sur les dimensions de la pyramide, je vous ai dit que la pyramide, elle avait un rapport, la grande pyramide de Gizeh avait un rapport de 11 à la base pour 7 à la hauteur. Mais si on voulait estimer la pente des blocs, quand on est face à la pyramide, ça monte. En fait, vous pouvez le faire aussi avec une méthode qui est j'avance de 11, je monte de 14. Autrement dit, la demi-base de la pyramide, si on mettait 11 unités, il m'en faudrait 14 pour monter au sommet. Donc 11-14, c'est aussi la pente de la grande pyramide, par exemple. Quant au scribe dans le papyrus de Rhind, il ne dit pas que la surface du carré de 8 unités est strictement égale à la surface du cercle de 9 unités, en fait. Il ne dit pas c'est exactement égal à ça. Il donne une méthode, une procédure, mais ce qu'on ne sait pas, c'est s'il a conscience de donner une approximation. Parce que d'office, en fait, dans ce livre-là, ou tous les articles que j'ai pu lire, d'office, les gens qui parlent de ce papyrus, ils considèrent que le scribe, il donne la meilleure valeur qu'ils connaissent, quoi, et qu'il est persuadé que c'est ça. Et en fait, on n'a aucun moyen de savoir s'il a conscience de donner une approximation. Le papyrus ne nous le dit pas. Absolument pas. Et systématiquement, on part du principe que le scribe pense qu'il s'agit d'une égalité stricte. Mais moi, dans ce même papyrus, il y a quelque chose qui m'indique que le scribe savait très bien que c'était une approximation. C'est qu'il y a un problème juste avant de mathématiques, c'est le numéro 48. Et dans ce problème, il y a un schéma avec des chiffres, mais il n'y a pas d'explication d'énoncé. Mais ce schéma a été interprété par plusieurs égyptologues, et je le trouve intéressant, parce que dans ce schéma, ce qu'on comprend, c'est que ici, on a un cercle et un carré qui font chacun 9 unités de côté. Et la question est de savoir quelle est la surface du cercle. Et là, ici, sur ce petit schéma-là, on voit un carré, et puis on voit comme s'il y avait un cercle dedans, et on a coupé les bords, on a créé un octogone à l'intérieur. Donc, autrement dit, un polygone avec ses 8 côtés, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut être D'ailleurs, c'est comme ça que fait Archimède, hein, sauf que lui, au lieu de faire un octogone à 8 côtés, il monte jusqu'à 96 côtés. Et comme ça, il en déduit petit à petit des approximations de plus en plus précises de pi. Donc en fait, dans ce papyrus, il y a déjà la base de la méthode d'Archimède qui est présente, en fait. Et donc quand on découpe et qu'on compte les carrés, vous allez voir, c'est assez intéressant, parce que, vous voyez, on a 1, 2, 3 carrés, pareil ici, mais comme là, c'est des demi-carrés, hein, ben, si je prends ce bout de carré-là et celui-là, je forme un carré de 3 par 3. Et là, je fais pareil ici, je forme un carré de 3 par 3. Donc en fait, ben, il suffit d'enlever 2 carrés de 3 par 3 à la surface du grand carré pour avoir une estimation de la surface du cercle. Et donc ça donne 9 fois 9 moins 2 fois 3 au carré. En théorie, d'après cette méthode-là, on pourrait déduire une surface du cercle de 63 carrés. Et si on voulait du coup se dire, ok, donc si on considère que le cercle est 63, pour un diamètre 9, combien serait la valeur de pi? Et bien, ça donne une autre valeur, qui est 28 sur 9, 3,11. Donc ça, au minimum, j'ai jamais vu un seul égyptologue évoquer ça. Aucun article n'en parle. Il parle de ce problème, mais en se disant, ouais, ça doit sûrement être la même méthode que l'exercice numéro 50.
Non, je ne pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, ça montre qu'on a une deuxième approximation qui encadre le nombre pi, 28 sur 9. Donc à mon avis, dans ce papyrus, on doit plutôt essayer de comprendre que là, le scribe en tout cas, il est conscient que le pi se trouve encadré entre 3,11 et 3,16. Ce qui est déjà un peu différent, quoi. Et la procédure est exactement celle que, en gros, le principe des octogones, c'est ce qu'utilise Archimède, quelques 1700 ans ou 2000 ans plus tard. Ok, donc ça c'est déjà une première chose étonnante que je n'ai lu nulle part. Et alors après, on peut se poser des questions d'ordre plus symbolique et mythologique. Hein. C'est pourquoi 8 et 9? Pourquoi est-ce qu'en Égypte, on prendrait 8 et 9? Est-ce que ça pourrait avoir un sens pour eux? Et il y a quand même, ces deux nombres sont quand même reliés à deux mythes de la création égyptienne, mythe fondateur de l'Égypte, c'est le mythe d'Héliopolis et d'Hermopolis. Un dans le nord de l'Égypte, un dans le sud, et c'est des cités dans lesquelles il y a des mythes qui sont nés. Et ces deux-là, il y a donc 8 dieux à Hermopolis pour l'Ogdoad, on appelle ça. Ce sont les 8 dieux fondateurs de l'univers. Et à Héliopolis, il y a donc les 9 dieux fondateurs de l'univers. C'est le second mythe le plus célèbre en Égypte, qu'on appelle l'Énéade. Donc on a ici 8 et 9 dieux. Tout à l'heure, on avait un carré de 8 était égal à la surface d'un cercle de 9. Moi, je trouve ça interpellant que ce soit ces nombres. Et je pense qu'il faut en tenir compte. Mais alors, pourquoi? Alors maintenant, la raison, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, on en est encore à supposer que les Égyptiens avaient une mauvaise connaissance du nombre pi? Mais en fait, c'est tout simplement parce que les premiers scientifiques qui ont étudié le papyrus de Rhin, ici, vous avez donc un auteur qui s'appelle Eric Pate, et lui, en 1923, il fait un bouquin où, globalement, il considère que les mathématiques égyptiennes étaient essentiellement pragmatiques, axées sur des applications concrètes, sans développement de théories abstraites. Et donc, c'est cette perspective-là, cette idée-là, qui, depuis, influence toutes les autres analyses qui existent. C'est-à-dire que tout le monde a tendance à répéter un petit peu la même grille de lecture, quoi. Et ça se perpétue, depuis au moins un siècle. Et alors, il y a une autre hypothèse quand même, qui suggère le nombre pi. Donc celle-ci, je vous rappelle en fait brièvement comment on trouve le nombre pi, bien sûr, dans la grande pyramide. Si vous avez donc la grande pyramide qui est matérialisée ici, je l'ai mis en coupe, pour qu'on peut bien se rendre compte. La hauteur, 280 coudées. La demi-base, 220 coudées, donc ça fait 440 sur l'ensemble. Ce que je vous ai dit là, le rapport 11 et la 14, c'est ce qui fait la pente. Et donc, c'est du choix de cette pente qu'on arrive à découvrir le nombre pi. Parce que du coup, on a un périmètre, un périmètre. Si on prend le rapport 11-14, ça nous fait un périmètre total de 88 unités. Et 88 sur 14, ça fait 44 sur 7. C'est le rapport qu'il y a entre le rayon d'un cercle et sa circonférence. Donc ça veut dire que si la hauteur de la pyramide est le rayon d'un cercle, le périmètre est la circonférence de ce cercle. On peut aussi le présenter comme ça. Le demi-périmètre divisé par la hauteur donne pi, 3,14. Mais il y a autre chose qui est quand même très important, et c'est ça peut-être qui fait le plus tiquer le monde moderne, c'est que là on a dit demi-périmètre divisé par la hauteur donne le nombre pi. Et le truc qui fait vraiment tiquer beaucoup de gens, c'est que le demi-périmètre moins la hauteur donne 100 fois le nombre pi en mètres. C'est-à-dire que si je mesure en mètres en réalité, et pas en coudée royale ou autre, si je mesure en mètres et que je fais le demi-périmètre, ça donne 314,1 mètres. Ça donne 100 fois le nombre pi en mètres. Ici, on divise le demi-périmètre par la hauteur, et ici, on soustrait le demi-périmètre moins la hauteur. Moi, c'est le truc qui m'a le plus... c'est ça qui m'a fait me lancer dans ces recherches en 2012, quand j'ai vu dans le documentaire de Patrice Poyart
ça s'appelle la révélation des pyramides, il y avait cette petite équation-là qui suggérait que les Égyptiens connaissaient pi et le mètre. Et ça, c'est le truc qui m'a vraiment fait bondir parce que ça paraît absolument impensable que ça se produise par hasard, un truc pareil. Bon, après, j'ai fait des calculs de probabilité qui sont dans l'article que j'ai préparé pour estimer que voilà, ça ne peut pas se faire par hasard, mais ce n'est pas le sujet de ce soir, de vous montrer ces calculs. Mais ça, c'est vraiment le truc qui m'avait interpellé, qui m'a donné envie d'aller beaucoup plus loin là-dedans. Et au passage, je termine sur ce que ça implique également, c'est que les Égyptiens, la coudée dont on parle ici, là, pour la Grande Pyramide, pardon, les 440, c'est 440 fois une coudée qui vaut 0,5236 mètres. Et ça, si je le multiplie par 6, là, j'obtiens le nombre pi. Ce qui veut dire qu'un cercle de diamètre 1 mètre a une circonférence de 6 coudées royales. Ça, c'était l'autre élément de ce film qui était majeur. Et ça, pour moi, c'était absolument un coup de massue, quoi. J'aurais jamais imaginé, à l'époque, j'étais à des années-lumière d'imaginer que, à cette époque-là, on connaissait la valeur du mètre. Parce que ça, pour moi, c'est le point de départ pour démontrer que le mètre était connu dans l'Antiquité, ou en tout cas un mètre quasiment identique. Et on l'a vu, Guillaume l'a montré tout à l'heure, que c'est remonté jusqu'à l'époque médiévale, et à mon avis, c'est une mesure qui traverse le temps et qui a été réintroduite à la Révolution française, un peu dans le monde partout, quoi, mais qui existe depuis longtemps. Donc ça, c'est comme ça que sont arrivées les hypothèses de pi, et évidemment, quand ça arrive, c'est une bombe pour le monde universitaire et égyptologique qui n'est pas du tout préparé à ça, et qui voit les Égyptiens plutôt comme des gens qui n'ont pas des connaissances scientifiques très poussées. Le mètre, ça voudrait dire que théoriquement, ils aient mesuré la Terre. Enfin, ça paraît tout à fait insensé. Pourtant, c'est vraiment le cas. Et donc, le premier qui a découvert ce rapport, c'est John Taylor, et dans un ouvrage publié en 1859, il donne ses mesures en pieds anglais, et le rapport qu'il en déduit est effectivement 3,1433 qui donne pi. Et donc ça a commencé ici avec cet auteur-là. Évidemment, son travail a été d'abord bien accueilli par certaines personnes, et puis ensuite il y a eu un rejet au XXe siècle. Donc je vais évoquer quelques auteurs du XIXe et XXe siècle qui soutiennent pas tout à fait, et d'autres beaucoup, que le nombre pi a été employé, et ce sont des gens qu'on va considérer tout à fait sérieux. Par exemple, Richard Gilling a étudié les mathématiques égyptiennes, comme l'a fait Marianne Michel. C'est un égyptologue aussi, et dans son travail, il reconnaît, alors à demi-mot, que les mathématiques égyptiennes, bien que pragmatiques, reflètent une compréhension élaborée et une application habile des concepts mathématiques. Il n'en est pas à dire quand même qu'ils étaient capables de calculer le nombre pi, hein. Mais c'est déjà différent de ce que disait Eric Pett. Corinna Rossi, dans un ouvrage plus récent, elle ne trouve pas le nombre pi dans le papyrus, mais elle dit à un moment dans un article, dans un passage du livre, il y a ce passage que j'aime beaucoup, où elle explique ça. Il est possible de suggérer que dans leur bâtiment, les anciens architectes égyptiens ont caché des relations mathématiques significatives, non immédiatement perceptibles et liées à une connaissance ésotérique. Et elle insiste sur le fait que c'est quelque chose qui pourrait être lié au pouvoir royal, ce sont des données non publiques, quoi, réservées à une catégorie de la société. Et donc elle évoque ça, parce que je pense qu'elle est consciente de ces rapports qu'il y a dans l'architecture, et qu'en même temps, les textes mathématiques, les brides de textes qu'on a, ne le confirment pas. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, suggère qu'elle a conscience qu'il y a quelque chose à revoir. Petrie. Alors Petrie et Édouard sont deux égyptologues qui, eux, sont convaincus que les Égyptiens connaissaient le nombre pi, et Petrie notamment, parce que Petrie est un de ceux qui a le plus fait de campagnes de mesure en Égypte. Il a mesuré des tas de monuments. C'était quelqu'un d'extrêmement méticuleux, qui avait une formation de géomètre, et donc il a produit des mesures au XIXe siècle d'une précision telle qu'aujourd'hui encore, on ne fait pas mieux. Il a mesuré le plateau de Gizeh, il a mesuré la Grande Pyramide, et quand on y va aujourd'hui avec tous nos moyens modernes, on ne fait pas mieux que lui.
on trouve des mesures et on est dans les marges d'erreur identiques avec les siennes. Et donc son travail est extrêmement rigoureux. Et lui, dans ses réflexions, il le dit, parce qu'il a mesuré pas que la Grande Pyramide, bien sûr. Il a mesuré, il dit que ces relations d'air et de rapports circulaires sont si systématiques que nous devrions admettre qu'elles étaient dans le plan de conception du constructeur. Et à la fin de sa vie, dans d'autres articles, il explique qu'il a constaté des mesures qui suggèrent que les Égyptiens avaient une fraction encore plus précise que 22 par 7. Parce qu'il trouve des petits ajustements. Enfin, au départ, il pensait que c'était des erreurs. Et il se dit, mais non, en fait, c'est juste que du coup, là, ça améliore la relation, le rapport 22 par 7. Donc lui, il se demande quand même s'il n'était pas encore capable de faire mieux que ça. Alors là, plus récent, donc un égyptologue contemporain, Miroslav Werner, qui je crois est tchèque, si je ne dis pas de bêtises, parce que je crois. Et donc lui, dans son bouquin, il a fait un bouquin qui est quand même assez voilà, pour découvrir le monde de l'Égypte. Et effectivement, il considère aussi avec intérêt cette relation qu'avaient les Égyptiens. Et il cite exactement ce que disait Pétri, c'est-à-dire que si on imagine un cercle dont le rayon est la hauteur de la pyramide, alors la circonférence est identique à la base de la pyramide. Donc il y a des gens tout à fait sérieux qui ont tendance à envisager ça avec sérieux. Là, je vous cite deux auteurs, ont deux articles différents. Amelia Carolina Sparavigna et Léon Cooper. Dans cet article-là, c'est donc une mathématicienne qui a étudié des artefacts égyptiens et notamment des disques avec des dessins, des motifs. Et de ça, elle a déduit en comptant les petits motifs que de toute évidence, les concepteurs de ces disques ont utilisé le rapport 22 par 7 pour placer les petits motifs. Parce qu'elle compte la diagonale, enfin, sur le diamètre, elle compte le nombre de motifs, et elle compte les motifs sur la circonférence. Et elle arrive à la conclusion que, de toute évidence, au début de l'Ancien Empire, on connaissait déjà cette fraction 22 par 7. Et Léon Cooper, lui, c'est très intéressant, je vais vous le montrer ici avec des exemples. Léon Cooper, donc il a fait un long article, et dans cet article, je vous donne juste un exemple intéressant qu'il donne, où il explique qu'il a mesuré des colonnes dans des temples avec des cannelures. Et ces cannelures, il y a des colonnes où il a compté 22 cannelures sur le pourtour. Donc si on utilise la fraction 22 par 7, cette mesure-là, d'une cannelure, on va la retrouver 7 fois ici. Mais il faut s'imaginer que quand vous devez tailler une colonne, vous devez forcément mesurer vos cannelures si vous voulez en faire 22. Vous ne partez pas au pif, quoi. Donc si vous trouvez une colonne à 22 cannelures, le gars, il sait de combien il va devoir faire ses coupes par rapport à la taille de sa colonne, quoi. Donc il a forcément une connaissance assez fine du rapport entre le diamètre et la circonférence. Et là, donc, il montre des exemples où clairement c'est le rapport 22 par 7 qui est employé. Donc dans celle-ci, dans cet exemple-là, en fait, on a une colonne qui fait 28 doigts sur le diamètre, ça veut dire une coudée, parce que chaque coudée est composée de 28 doigts. Et du coup, il y a donc 88 doigts, 22 fois 4 sur le pourtour, fraction 22 par 7. Sur d'autres colonnes, il a trouvé non pas 22 cannelures, mais 16. Mais par contre, 5,5 doigts pour chaque cannelure. Donc, de nouveau, quand on compte, on a 88 doigts, et le rapport, en fait, c'est le même, c'est 22 par 7 également. Même s'il y a 16 cannelures, il a fallu utiliser la même fraction 22 par 7. Et enfin, il y en a une dernière, qui est intéressante aussi, parce que là, il n'y a pas 22 cannelures, je crois qu'il y en a 20. Et si on en met 20 avec une coudée de 28 doigts, la fraction qui en émerge, c'est 25 par 8. Et 25 par 8, c'était une fraction qu'on attribue aux Romains et aux Sumériens comme étant une approximation du nombre pi. Mais là, ici, on l'a sur une colonne égyptienne. Important, ça. Voilà, c'était juste pour illustrer des éléments de cet article de ce monsieur qui a
fait tout un tas de recherches où lui, quand même, il est plutôt convaincu que les Égyptiens connaissaient le nombre pi, avec au moins la fraction 22/7. Il y a des mathématiciens français, il y en a un ici qui a publié un article où il s'intéresse au nombre d'or et au nombre pi. Globalement, il est plutôt à se dire que c'est pas pensable que ça ait été fait par hasard, quoi. Et il explique un petit peu des méthodes arithmétiques. Voilà, si vous avez envie de lire son article, il est assez technique quand même, mais voilà, je le cite parce que vu que la vidéo sera sur YouTube, les gens pourront aller voir. Là, je vous donne des exemples d'égyptologues africains qui sont nettement plus ouverts. À chaque fois que je lis des textes d'égyptologues africains, ils sont bien plus ouverts à ces questions-là que je trouve en France. Et donc là, c'est Théophile Obanga, Cheikh Anta Diop, dans un ouvrage qui s'appelle La géométrie égyptienne. Et ils disent que tous ceux qui se sont occupés un tant soit peu de mathématiques savent combien le traitement des surfaces courbes est délicat. Et il dit, or, la formule trouvée par le scribe, 1700 ans avant Archimède, est rigoureusement exacte pour la surface d'une demi-sphère. Et oui, parce que ça, c'est un truc, je suis étonné qu'on n'ait pas réalisé ça. Il y a un autre mathématicien français qui a soulevé cette question. C'est si vous avez un disque et que vous avez calculé la surface, c'est bien, mais c'est quoi la surface d'une sphère qui a le même diamètre que le disque? Comment on fait pour savoir? Si je vous donne un cube, c'est pas compliqué. Il y a 6 faces. Donc je sais que mon cube, la surface du cube, c'est 6 fois la surface du carré qui le compose. Mais pour un cercle, c'est pas si simple. Et les Égyptiens savaient que la surface d'un cercle est exactement 4 fois plus petite que la surface d'une sphère. Ils le savaient, c'est exactement 4. Donc ça devrait quand même, je pense, interpeller, parce ça veut dire qu'il faut avoir compris quelque chose. Et comment on comprend ça? Il faut un niveau de mathématiques qui est supérieur à ce qu'on présente dans le papyrus de Rhind, quoi. Il y a quand même un niveau de compréhension qui est assez poussé. Donc voilà, la surface d'une sphère, c'est 4 fois la surface du disque. Et ça, je vais vous montrer une autre chose étonnante, c'est que ça, c'est une vue aérienne du plateau de Gizeh, où il y a les 3 pyramides, celle de Khéops, Képhren et Mykérinos. Donc ces pyramides, elles sont encadrées par un grand rectangle, et la surface du plateau que voici, ça fait un grand rectangle. Et si on calcule la surface, donc c'est 1732 coudées par 1418, mesuré par Petri. Voilà, donc on calcule cette surface. Et si on compare toute cette surface-là à la surface seulement de la grande pyramide sur son socle, parce qu'elle est posée sur un socle. Le socle dépasse d'environ une coudée de la pyramide, et donc si on fait le rapport entre ces deux surfaces, ça fait 12,57, et ça c'est exactement 4 fois le nombre pi. C'est-à-dire que le rapport entre la surface de la pyramide et la surface du plateau, c'est 4 fois le nombre pi. C'est le rapport entre la surface d'un cercle et une sphère. Voilà, ça c'est une petite curiosité tout à fait surprenante. Ça, c'est un autre papyrus qui justement parle de ce calcul. Ici, dans le calcul qui est évoqué, c'est une demi-sphère, c'est un panier en forme de demi-sphère. Et le scribe dit voilà comment tu vas calculer, etc. Et donc le mathématicien qu'il a étudié, Kosivi Abamajo, là, que j'ai montré juste avant, il dit des choses intéressantes parce que, il dit des choses, il n'a pas réalisé certains éléments, mais je vais vous les montrer. Clairement, le problème est rédigé en 14 lignes. Il y en a 14. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant les 11 premières lignes, le scribe va détailler une procédure pour obtenir un facteur multiplicateur permettant de connaître le rapport entre le diamètre et la surface d'une sphère. Donc il y a 11 lignes élaborées pour trouver un nombre. Ce nombre clé, ensuite, en 3 lignes, il va donner le résultat final. Donc, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un rapport 11-14 dissimulé dans ce texte. Et en fait, c'est le rapport de pente de la grande pyramide, 11-14.
je pense que ce n'est pas du tout par hasard que le scribe ait conçu son problème de manière à faire ça, quoi. Ça me paraît peu probable que par hasard, il ait fait un découpage comme ça. Donc, je vous montre le rapport 11-14, voilà où on le retrouve, hein. 11 demi-base, 14 la hauteur. Et donc, ça détermine la pente. Plus drôle encore, ici, c'est le plan, des rares, hein, peut-être je crois que c'est le seul dans un tel état de conservation. Le seul plan d'architecte qu'on ait retrouvé s'appelle le papyrus de Gourob Shrin. C'est le plan d'un naos. Alors, les naos, c'est des sortes de petites structures dans lesquelles on posait une divinité. Et souvent, ce genre de construction en pierre massive, on va les mettre au centre du temple. C'est le saint du saint, l'équivalent du sarcophage. Et ça, on le met au centre du temple. Et sur ce plan, il y a encore les grilles. Les lignes sont tracées. Sur le papyrus, on peut les voir. Et donc, il y a des gens qui ont reconstitué le plan avec les grilles. Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a 22 carreaux ici et 14 dans l'autre sens. Et que donc, avec cette grille, je peux tracer exactement le profil de la grande pyramide. Ça, voilà, je peux y faire rentrer le profil en le mettant à l'échelle. Donc, dans ce plan-là aussi, quelque part, on a intégré les nombres qui permettent de tomber ensuite sur ce rapport qui nous donne le nombre pi. Donc, il y a énormément d'indices, en fait, tout au long, quand on étudie l'architecture égyptienne, il y a plein d'éléments, en fait, qui vraiment paraissent évidents que ces gens-là connaissaient le nombre pi. Pourtant, sur Wikipédia et dans plein de... Je pense que si on allait faire des études dans une école d'égyptologie, dans une université, on nous dirait que ce n'est pas le cas. Et alors, c'est quoi les freins pour accepter une idée pareille? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à envisager que ça, c'est la signature du nombre pi? C'est simple, hein, c'est le hasard, quoi. L'incroyable coup de peau, quoi. C'est un coup de chance. C'est tout. C'est juste un coup de chance si 14 sur 11 fait racine du nombre d'or et si 11 sur 14 fait pi sur 4. Ça serait un coup de chance. Ouais. Et ensuite, on confirme ce coup de chance parce que ce n'est pas écrit dans les textes. Enfin, il faut quand même savoir qu'il existe en tout et pour tout que 4 papyrus qui traitent de mathématiques sur 3000 ans d'histoire. Et il y a quand même pas mal de spécialistes qui ont étudié ces papyrus et qui disent quand même que les réalisations égyptiennes ont peut-être été bien plus importantes que ne le révèlent ces pages. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il y en a quand même qui disent non mais c'est bien, on a des papyrus, mais enfin, il ne faut pas compter, tout trouver là-dessus, quoi. C'est clairement ce qu'ils disent, hein. Il y a une autre mathématicienne, Annette Imhotsen, c'est pareil. Elle dit, bon, quand même, la majorité des textes proviennent de contextes éducatifs, quoi. C'est pas toute la connaissance égyptienne qui se trouve dans ces bouts de papyrus, quoi. Et j'aime bien ce qu'elle dit dans un article, Annette Imhotsen, parce qu'elle fait remarquer quand même des choses où elle dit que la plupart des activités scientifiques et littéraires en Égypte, c'était dans les villes, dans les grandes villes. Or, toutes les grandes villes d'Égypte, à l'époque où l'Égypte était à son apogée, se trouvent près du Nil. Des zones très humides parce qu'il y avait des crues. Et dans ces zones-là, en fait, on ne trouve jamais de papyrus. Quand on en trouve, c'est dans les déserts, quoi, dans les zones beaucoup plus loin où les papyrus ont pu se conserver. Dans les grandes villes, on ne trouve quasiment jamais de papyrus. Donc elle rappelle ça. Elle rappelle aussi que il y a eu un grand savant à une époque qui s'appelle Otto Nudgebauer, je ne sais pas comment on le prononce, qui était à l'époque une sorte de référence, et il s'est détourné des mathématiques égyptiennes lorsqu'on a commencé à sortir de terre les tablettes d'argile des Sumériens, qui, elles, se conservaient et comptaient plein de données mathématiques. Et donc, comme ces données étaient très nombreuses, on s'est dit, oh là là, mais les Sumériens, ils avaient des connaissances en astronomie incroyables, en mathématiques incroyables. Alors qu'en Égypte, on a 4 papyrus qui se battent en duel, et puis c'est tout, quoi. Donc les Égyptiens, c'est moins intéressant. Et du coup, il y a comme ça quelques grandes pointures qui se sont détournées des sciences égyptiennes, et ça explique aussi pour elles pourquoi il y a peut-être un problème. Et elle écrit que faute de richesse textuelle, les lecteurs des textes égyptiens semblent n'avoir aucune raison de remettre en question les opinions courantes d'experts antérieurs.
Elle rappelle qu'il y a quelques papyrus aussi qui n'ont jamais été publiés et qui mériteraient de l'être, de l'époque gréco-romaine. Et elle dit aussi que, quand même, au vu du niveau d'architecture des Égyptiens, quand même, il devait forcément avoir des bonnes connaissances en mathématiques. Elle ne dit pas lesquelles, mais elle ouvre la porte très clairement. On n'organise pas des chantiers pareils si on n'a pas un niveau de connaissances scientifiques et mathématiques suffisant. Et donc, moi, je pense que l'argument de la coïncidence ne vaut rien, hein, parce que, en gros, la coïncidence, c'est dire que c'est parce que les Égyptiens ont choisi, par convention, un rapport de 11-14 qu'on trouve le nombre pi. Mais on peut aussi dire l'inverse. Hein. On peut dire que c'est justement parce que le rapport 11-14 fait intégrer le nombre pi qu'on a intégré ce rapport partout. Je veux dire, les deux propositions sont aussi valables l'une que l'autre. Hein, au mieux, elles s'annulent, quoi. Donc c'est juste selon ce qu'on veut croire qu'on choisit l'une ou l'autre, quoi. Donc c'est pour ça que moi j'ai essayé de trouver d'autres indices de preuves, donc j'en ai suggéré quelques-uns ici. Mais pour moi, l'histoire du coup de chance, c'est pas un argument, quoi. Et je vous cite quelqu'un qui a beaucoup travaillé à la métrologie historique, c'est un Français qui s'appelle... comment s'appelle-t-il déjà? Je me souviens. Son nom m'échappe. Ok, voilà. Monsieur Ok, qui a publié beaucoup d'articles en métrologie historique dans les années 80, 90, et j'ai même échangé avec lui une fois, j'ai eu l'occasion de le faire. Il est à la retraite maintenant, hein, depuis un petit moment. Et dans son travail, il dit clairement que la métrologie historique, c'est-à-dire l'étude des mesures et des nombres, c'est quelque chose en fait qui ne doit pas être, je dirais, conditionné, déterminé par l'histoire. C'est pas une science auxiliaire de l'histoire, c'est une science indépendante, de plein exercice, quoi. Voilà, c'est indépendant. Donc c'est à nous de trouver les méthodes pour interpréter les nombres et les mesures. C'est pas aux historiens de le faire. Et il insiste beaucoup là-dessus. Et donc, je vais vous donner quelques autres éléments de preuve. Donc là, du coup, on va passer un petit peu un cap, parce que jusqu'à maintenant, je vous ai montré des éléments, on va dire, simples, mais il y en a des bien plus intéressants. Déjà, petite question curieuse, pourquoi il y aurait 28 doigts sur une coudée? Pourquoi est-ce qu'ils ont mis 28, pas 24, pas 25, pas 30? Est-ce que ça pourrait être intéressant? En fait, le fait d'en mettre 28 sur la coudée, ça permet quelque chose qui est vraiment particulier. Il n'y a que ce nombre-là qui va pouvoir donner ce résultat-là. C'est-à-dire que si on voulait faire des dessins ou faire des calculs pour avoir que des fractions en nombre entier comme ça, c'est-à-dire que ça, c'est des fractions qui approchent le nombre pi, 22 par 7 et 25 par 8. C'est deux approximations. Ici, racine de 2, c'est la diagonale d'un carré. Et la fraction la plus connue, il y a très longtemps, c'est 99 par 70. C'est exactement ce qu'on a sur les feuilles de format A4. Hein, un format A4, 21, 29, 7, multiplié par cette fraction, ça donne 29, 7. Donc 21 fois 99, 70 égale 29, 7. Et puis il y en a une autre, pour la racine de 3 qui est la diagonale d'un cube. L'autre fraction, c'est 97, 56, qu'on trouve en Égypte, sous le plateau de Gizeh. Je ne vais pas vous montrer comment on la trouve, mais ça a été montré par John Legon. Et puis, pour l'approcher, la racine de 5, qui est la diagonale d'un double carré, il y a une fraction approchante qui est 56 par 25. Et ce que j'ai constaté, c'est que j'ai fait un petit programme pour me calculer ça. Je ne vais pas le faire marcher là parce que je ne suis pas connecté pour le faire marcher. Mais mon petit programme, en fait, le principe, c'est que je fais varier le nombre de doigts de la coudée. Ensuite, je combine le nombre de doigts avec ces fractions et je regarde si je trouve des nombres entiers sur les diagonales et les circonférences. Autrement dit, est-ce que je vais avoir un nombre entier de doigts sur la diagonale et un nombre entier de doigts sur le périmètre du carré? C'est ça que je cherche, en fait, des nombres entiers. Et en fait, je me suis aperçu que 28 est la seule qui donne autant de nombres entiers. C'est-à-dire qu'en utilisant 28, je peux trouver ici 5 coudées, ça fait 140 droits, et j'en aurai 198 sur le périmètre du carré.
Avec un cube, c'est pareil. Je mets 2 coudées pour le côté du cube. Je vais trouver 97 doigts sur la diagonale. Avec le nombre pi et la fraction 25 par 8, si j'utilise ces deux fractions, donc je mets 28 doigts sur ma coudée, j'utilise la fraction 22 par 7 ou 25 par 8, quoi qu'il arrive, j'aurai une circonférence avec un nombre entier. Et enfin, racine de 5, c'est pareil. Et si j'avais pris 27, ben en fait, je m'aperçois que j'ai des nombres à virgule, 197 quelque chose. Je n'ai pas des nombres entiers. C'est que 28, c'est celle qui permet le plus de combinaisons des nombres entiers. Donc, il faut replacer ça dans un contexte pratique. C'est que si vous faites des calculs de tête ou à la main, ou comme vous voulez, ou même en géométrie, si vous manipulez des règles et que vous devez faire des tracés, eh ben, vous savez qu'en utilisant des nombres entiers, vous recréez correctement les formes géométriques. Juste d'un point de vue pratique, c'est un énorme avantage. Et souvent, on suggère que c'est parce que les Égyptiens aussi avaient 28 doigts sur leur coudée qu'ils ont fait le rapport 14 sur 11 pour la pente de la pyramide. Donc, je vous le montre sur un cercle, ce que j'ai dit avec le nombre pi. Si j'ai par exemple une coudée royale sur le rayon, bon, ça me fait donc 2 coudées de diamètre, 56 doigts, et donc le périmètre, 176 doigts. Et si je prends l'autre fraction qui est 25 par 8, comme 56 est un multiple de 7 et de 8, ben on aura aussi un nombre entier, on aura 175 doigts. Donc ces deux fractions, je pense que l'Égyptien connaissait aussi 25 par 8. C'est aussi une fraction qu'il connaissait. Et là, je vais vous montrer un des exemples, voilà, un truc vraiment très important, qui est le rapport. Comment on peut utiliser un cercle et un carré pour concevoir la grande pyramide avec ces nombres? C'est assez simple. Si je prends un cercle dont le diamètre sera ici de 10 coudées, j'aurai 70 palmes, puisque une coudée est composée en fait de 7 palmes. Et du coup, si j'utilise la fraction 22 par 7, j'ai 70 sur le diamètre, 220 sur le périmètre. Maintenant, j'encadre mon cercle d'un carré. Ben, mon carré, il fait 70 de large, donc le périmètre du carré, c'est 4 fois 70. Et la diagonale, avec la fraction 99/70, c'est 99 doigts sur la diagonale. Donc j'ai des nombres entiers partout ici, sur le diamètre, sur la diagonale et sur les périmètres du cercle et du carré. Avec 22 par 7 et 99/70, j'ai que des nombres entiers, ce qui normalement n'est pas possible parce que c'est ce qu'on appelle des nombres irrationnels. Pi et racine de 2 sont des nombres irrationnels en théorie. Mais là, ces deux fractions se combinent à merveille. Et si je déroule mon cercle au sol, et qu'ensuite je déploie mon carré en hauteur, tout simplement, je vais reproduire 220, 280, qui sont mes deux périmètres là. Hop, je les développe, et hop, je recrée parfaitement le profil de la grande pyramide. Ce profil découle, à mon avis, d'une compréhension très très fine des rapports qu'il y a entre un carré et un cercle, et de ces fractions approchantes, ultra simples, qui font qu'on n'a que des nombres entiers. Ce n'est pas du tout un coup de peau, c'est une compréhension très élaborée, astucieuse, pratique. Donc, la coudée, on l'a vu, enfin, non, je n'ai pas dit en plus, j'aurais dû vous le dire avant, mais elle est divisée en 7 palmes, et chaque palme est divisée en 4 doigts. Et si j'utilise ma coudée sur mon cercle de 9 unités, c'est comme ça que c'est présenté dans le papyrus de Rhind. Donc si j'ai 9 coudées de diamètre, j'ai donc 63 palmes, 9 fois 7. Et en fait, c'est intéressant parce que si je fais 9 fois 7 fois 22 par 7, j'ai un nombre entier de 198 palmes sur le pourtour avec un cercle de 9 coudées. Et 198, en plus de ça, c'est 2 fois 99, le nombre qu'on vient de voir. Et ça implique une curiosité que voici, qui est que si j'ai un carré dont la diagonale du carré, cette fois-ci, est 10 coudées, eh ben, je vais avoir un périmètre du carré qui vaut 198 palmes. Autrement dit, ici, le périmètre de mon cercle, là, il vaut autant que celui-ci. 10 coudées sur le diamètre, 9 coudées ici, donnent les mêmes périmètres. 198 palmes, un nombre entier.
Et en fait, c'est lié à cette fraction 99,70. Donc déjà, on voit bien que même le nombre 9 coudées sur un diamètre de cercle, ici, il a l'air de parfaitement s'intégrer dans les méthodes employées par les mathématiciens de l'époque, quoi. Et que c'est peut-être pas juste une approximation qu'avaient atteint les Égyptiens. Alors, je vous mets quelques petits éléments sur le pied romain. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Un lien évident qu'il y a entre les mesures égyptiennes et les mesures romaines. Vous voyez, alors, je vais un peu vite, mais les mesures romaines, en fait, elles viennent des mesures égyptiennes. Moi, j'en suis convaincu, enfin, égyptiennes même, peut-être même avant, hein, puisque... Mais en tout cas, il y a un lien très très fort et évident entre les mesures égyptiennes et les mesures romaines. Alors, on peut le voir tout simplement en traçant un carré comme ça. Là, j'ai un carré qui mesure 4 coudées pour le côté. Eh bien, la diagonale, elle mesure exactement 10 pieds romains. Je vous le montre autrement, une autre façon de le voir. Je prends un carré où je mets 5 pieds romains. J'aurai exactement 7 pieds égyptiens sur la diagonale. Le pied égyptien, c'est 4 palmes. Au lieu d'avoir les 7 pour la coudée, je prends juste 4 pieds, et 4 palmes, pardon, et ça me fait le pied, 29,92. Donc là, c'est pareil. Ici, j'ai un nombre entier de 5 pieds romains, 7 pieds égyptiens sur la diagonale. Et là, ici, je vais avoir 4 coudées, là, hop, et 10 pieds romains. Donc le carré, en fait, permet très facilement de combiner les mesures égyptiennes et romaines avec des nombres entiers. Et je pense que les Romains ont simplement récupéré une mesure qu'ils ont utilisée à leur compte. Et ce n'est pas du tout eux qui ont inventé le pied romain. Et ça, c'est important parce que maintenant, on va utiliser le pied romain ici. Vous allez voir comment c'est rigolo. Parce que je reviens à mon principe de base, là, dans le papyrus de mathématiques égyptienne. On a ce fameux carré de 9 coudées, ce cercle, pardon, de 9 coudées de diamètre. Et lorsqu'on a un carré qui vaut 8, là, qui est censé avoir la même surface que le cercle, on va déjà calculer la surface le périmètre du cercle. Pardon. Si je mesure le périmètre du cercle avec la fraction 22 par 7, donc je fais 9 fois la valeur de la coudée, fois 22 par 7, qu'est-ce que je trouve 29,62 mètres, non, c'est pas 50 pieds romains, c'est 100 pieds romains. J'ai mis une erreur ici. C'est ça, 100 pieds romains. Et si je mesure la diagonale du carré, donc je fais 8 fois 52,36 fois 99,70 qui est ici, j'obtiens 5,92 m, et ça vaut 20 pieds romains. Donc du coup, ce système-là, avec 9 coudées pour le diamètre du cercle, 8 pour le côté du carré, c'est assez curieux parce que ça fait apparaître des nombres entiers sur les circonférences et les diagonales de mesures égyptiennes et de mesures romaines, les deux. Ça combine deux systèmes de mesures. Et ça, c'est vraiment important parce que je pense que ça permet aussi d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a utilisé ce nombre 8 et 9. Ce n'est pas juste qu'ils ne savaient pas faire mieux, mais c'est aussi quelque chose qui permet de relier des mesures, des systèmes de mesures. Alors maintenant, si je calcule la surface du carré, ben, ce n'est pas compliqué. Hein, c'est un carré de 8. Donc 8 fois 8, 64. Et si je le convertis en mètres carrés, au lieu d'avoir 64 coudées carrés, je vais avoir 17 mètres 546, voilà. Et ces quelques mètres carrés que j'ai là, si je les convertis en pieds romains, je vais en avoir 200. En fait, je vais avoir mon carré de 8, là, il fait 64 coudées égyptiennes carrées, ou 200 pieds romains carrés. Et le rapport entre les deux, 200 par 64, ça fait 25 par 8. C'est cette haute fraction approchante du nombre pi qu'on attribue beaucoup aux Romains et aux Sumériens. Donc je pense que dans ce cercle-là et ce carré qui est présenté dans les papyrus, il y a autre chose de plus subtil à comprendre.
Alors, donc là, on a vu qu'au minimum, les Égyptiens connaissaient une fraction qui était 22 par 7 au minimum. On commence à entrevoir qu'ils utilisaient aussi 25 par 8 pour approcher le nombre pi. Il y en a une autre qui est utilisée également, qui est moins connue. J'en ai parlé dans la conférence que j'avais faite il y a un an, je crois, sur le génie des arpenteurs égyptiens. C'est 63 sur 20, cette haute fraction. Et celle-ci, on la retrouve en fait en étudiant l'encadrement des pyramides du plateau de Gizeh. Parce que le périmètre, le périmètre en fait, fait 6300 coudées. Et si je trace du coup un cercle qui a le même périmètre que cette espèce de contour des pyramides, là, hop, mon cercle il a un diamètre de 1050 mètres. Et ça fait 2000 coudées de 52,5 cm, qui est une des autres coudées qui est employée en Égypte, parce qu'en réalité, les Égyptiens en avaient plusieurs. Et c'est souvent ça qui déstabilise beaucoup les gens qui étudient la métrologie égyptienne, c'est qu'ils disent ouais, il y a plusieurs coudées en Égypte. C'est vrai, il y en a plusieurs, mais en fait, elles sont pensées exactement pour pouvoir faire apparaître des nombres entiers. Alors, j'avance un peu, et pour vous montrer ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup, sur ce cercle-là, c'est un cercle en fait qui a 6300, enfin le périmètre du cercle fait 6300 coudées de 52,36 cm, et sur le diamètre, on a 2000 coudées de 52,5 cm, qui est une autre coudée qui a été retrouvée parmi les rares coudées qui ont été retrouvées, et qui est une des autres coudées qu'on connaît en Égypte, 52,5. Et c'est aussi pour ça que souvent, les spécialistes s'empaillent pour dire mais non, la coudée c'est plutôt 52,5, mais non, c'est plutôt 52,36. Mais en fait, ils avaient les deux. Et il y a des tombes égyptiennes dans lesquelles on retrouve, chez le même personnage, il va dans son tombeau avec deux coudées de taille différente. Une comme ça et une autre comme ça. Et il a les deux. C'est pas du tout une histoire de parce qu'ils étaient, on ne sait pas trop, non, c'est qu'ils avaient plusieurs mesures très proches. Et ici, ça fait apparaître que des nombres entiers à la place des irrationnels. Alors j'avais d'autres, c'est pareil, je l'ai montré ça il y a un an. Et comment est-ce qu'on peut retrouver la fraction 63 sur 20? On peut la retrouver aussi sur la grande pyramide, tout simplement en s'intéressant à la pyramide vue du ciel. On a donc la base qui fait 440 coudées de côté, mais il y a le socle qui dépasse, donc là je l'ai fait un peu plus grand pour qu'on le voit bien. Et le socle il dépasse d'environ une coudée, donc évidemment une coudée de chaque côté, ça fait 442, mais je peux quand même tracer un autre carré ici, donc là j'en ai tracé un autre. Il existe, il n'est pas visible directement, mais il n'empêche que j'ai ici un carré de 441 par 441. Là. Voilà. Et du coup, si je prends ce carré-là et que je le combine à la hauteur de la pyramide, au lieu de trouver 22 par 7, je trouve 63 sur 20. C'est-à-dire 2 fois 441 divisé par la hauteur, ça donne 63 sur 20, 3,15. Donc ce socle, en fait, c'est comme s'il faisait apparaître une autre fraction approchante du nombre pi. 63 sur 20. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est que si je prends maintenant, enfin si vraiment je les utilise, si vous avez l'occasion de le faire avec une calculatrice, amusez-vous à faire ça, parce que c'est une égalité parfaite. C'est-à-dire que si vous considérez un cercle de diamètre 20 coudées mesurant 52,5, et que vous calculez son périmètre, vous allez trouver exactement 63 coudées de 52,36. Mais en prenant le nombre pi avec le plus de décimales possible qu'on a sur la calculette. L'équation devient exacte avec cette méthode-là. Là, je ne prends pas une approximation, je prends le nombre pi. Et donc, 63 sur 20 est une fraction qui permet de combiner ces deux coudées avec le nombre pi. Et à mon avis, c'était aussi connu des Égyptiens, même si on n'a pas de texte qui en parle. Et du coup, c'est ce qui explique ces fameuses deux coudées différentes, parce qu'en fait, si je prends un pi qui vaut 3,1416, que je divise par 6, j'obtiens la coudée 52,36. Si je prends pi à 3,15, c'est-à-dire 63 par 20, je le divise par 6, j'obtiens une coudée de 52,5, une coudée un poil plus grande.
Et ces variations de coudées, là, c'est peut-être lié tout simplement au fait qu'on n'a pas pris la même approximation de pi. Alors, je vous montre quelques autres indices importants qui sont évoqués notamment par David Lightbody, qui a écrit 2 bouquins où lui, c'est un égyptologue qui soutient également que les Égyptiens connaissaient le nombre pi et qu'ils associaient ce nombre à un rituel de protection par l'encerclement. C'est-à-dire qu'ils encerclaient un temple, et en encerclant le temple dans les formes, comme ça, ou les périmètres, ils créaient une sorte de protection magique. Parce qu'ici, à Saqqara, une des premières pyramides qui a été construite, l'enceinte mesure 1000 coudées royales de périmètre. C'est un exemple qu'il donne dans son livre. Ici, sur le plateau de Gizeh, on a une autre curiosité, c'est que si je fais un cercle ici qui a la même surface que le plateau, le rayon du cercle est identique à la demi-base de la grande pyramide. Voilà. Ça, la demi-base de la pyramide avec son socle est identique au rayon du cercle qui a la même surface que le plateau. Donc ça, pour réussir à calculer ça, bah, il faut connaître le nombre pi mieux que 3,16. Parce que ces données-là, c'est ce que je vous donne avec les données qui ont été arpentées à l'époque moderne. Donc on connaît exactement les dimensions du plateau, exactement les dimensions de la pyramide, et c'est le calcul exact. Là, ici, on passe un cap. C'est le seul cercle qui passe par les 3 points des pyramides, Mykérinos, Khéphren et Ops. Donc un seul cercle qui passe sur les 3. Et bien, ce cercle, c'est un immense cercle, il mesure, il a un diamètre de 4712 mètres, ce qui fait 9000 coudées royales. C'est ce fameux nombre 9 qu'on a dans le papyrus, quoi. Donc, dès l'Ancien Empire, déjà, on avait intégré ce nombre-là dans le cercle. Et c'est probablement pas parce qu'ils ne savaient pas faire mieux. Non, non, je pense que ça a vraiment un sens important pour eux. Et pour l'instant, ce que ça suggère tout ça, c'est que les Égyptiens manipulaient plusieurs méthodes pour approcher le nombre pi. Donc là, vous en avez les fractions principales qu'on a ébauchées, 22 par 7, 25 par 8, 63 sur 20, et celle qui est dans le papyrus égyptien, 256 sur 81. Mais la question est maintenant, pourquoi est-ce qu'ils en manipulaient plusieurs? Donc j'ai donné quelques pistes pour conserver le nombre entier, etc. Mais il y en a d'autres. Et c'est ça qu'on va voir, parce qu'on va vraiment voir la dernière partie, c'est pourquoi les anciens Égyptiens ont encodé le nombre pi dans l'architecture. Donc là maintenant c'est bon, vous pouvez émerger, c'est là que ça va être intéressant. Tout le reste c'était histoire de... Voilà. Vous pourrez passer si vous envoyez la vidéo, mais... Ben, on pourrait le savoir, mais c'est dans la ville du Caire, et il y a des maisons partout. Ouais. On pourrait le savoir, mais malheureusement, il y a des maisons partout. Voilà, c'est la partie importante. Pourquoi les Égyptiens ont-ils encodé le nombre pi dans l'architecture? Alors, ça ne va pas être forcément facile d'y répondre, mais je vais vous donner des pistes qui sont, à mon avis, importantes. Alors, en voici une première. J'en ai déjà parlé une fois, ou 2 fois, je ne sais plus. C'est que la distance de la Terre au Soleil en coudée royale, ben, elle est en relation avec le nombre pi. Parce que la distance de la Terre au Soleil, c'est 149 600 000 km. Mais cette mesure-là, elle est, vous allez le voir, elle est liée à la coudée royale. Donc la coudée, pour rappel, c'est 7 palmes, ça fait 52,36. Chaque palme mesure donc 1/7 de ça, là, donc ça fait 7,48 cm. Et le pied, c'est la partie ici, j'ai mis, c'est les 4 premières palmes. Donc le pied, lui, il fait 29,92. Voilà. Et il se trouve que cette grande longueur là, et celle-ci là, voilà, je vous le mets comme ça vous avez les chiffres sous les yeux. Voilà, c'est-à-dire que la distance de la Terre au Soleil, c'est 2000 milliards de palmes. Et bah, le diamètre total du chemin que fait la Terre autour du Soleil, c'est 1000 milliards de pieds royaux égyptiens.
Là, j'ai à peine arrondi la mesure. La mesure exacte, c'est 149 597 887,5. Et si je intègre le nombre pi, en fait, j'ai une précision de 99,999%, un truc comme ça. C'est une précision qui est diabolique, quoi. Enfin, c'est assez extraordinaire. Au centre. Ouais, les distances, oui, mais c'est mon dessin n'est pas exact. Ouais. Les distances sont mesurées de centre à centre, c'est les distances utilisées justement pour les calculs de gravité, quoi, le centre de la masse, quoi. Donc ça, c'est déjà un truc que j'avais vu il y a quelques années déjà, qui m'avait vraiment étonné. Et je pense, je me suis dit, c'est pas possible que ce soit un coup de peau. Hein. Je veux dire, vous avez 1000 milliards de pieds royaux égyptiens qui marquent le diamètre de ce que fait la Terre autour du Soleil chaque année. Ouais, moi, j'ai pas d'idée, mais on verra à la fin. En fait, je pense que, comme toi, je me suis posé cette question un paquet de fois, et j'ai une autre réponse à proposer à ça, et on va y arriver. L'autre fait majeur, que j'ai déjà évoqué aussi, mais peut-être vous n'avez pas forcément en tête, l'autre fait majeur qui relie le nombre pi à la Terre et à la Lune, c'est ça. C'est-à-dire que la période de révolution de la Terre autour du Soleil, c'est ça, 365,24-22 jours. La période de révolution de la Lune autour de la Terre, c'est ça, c'est 27,3216 jours, c'est le temps qu'elle met pour faire un tour de Terre. Le rapport entre ces deux nombres, ça fait donc le nombre de fois où la Lune fait le tour de la Terre, chaque année, 13,369. Mais si je mets l'équation dans l'autre sens, ça fait 0,0748. On l'a vu tout à l'heure, la longueur d'une palme égyptienne, c'est 7,48 cm. Et il y a 2000 milliards de palmes entre la Terre et le Soleil. Et ça, en fait, c'est pi sur 42. Et l'Égypte était divisée en 42 régions, qu'on appelait les noms, 42. 22, je crois, dans la Haute-Égypte, je ne sais plus si c'est la Haute ou la Basse-Égypte, et 20 dans l'autre partie, quoi. Et ça, c'est pareil, amusez-vous avec une calculatrice à faire les calculs, allez sur Wikipédia, cherchez les valeurs, faites les calculs pour vous rendre compte de la précision. Vous comparez la précision, donc ce que je vous ai dit sur la distance, ensuite vous comparez ces valeurs qui ne sont pas des distances mais des périodes, et c'est absolument édifiant comme observation. Et il y a une autre chose qui est importante, toujours, qui va nous permettre de comprendre un peu plus pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé 9000 coudées royales? Ou 9, comme vous voulez. Sur le plateau de Gizeh, j'ai dit, les 3 pyramides, elles permettent de créer un cercle qui fait 9000 coudées royales. Pourquoi ce nombre était aussi important? Eh bien, on va voir ce que je pense est une bonne réponse. Et pourquoi est-ce que les autres fractions approchantes de pi sont utiles? C'est que si je divise cette circonférence par 63, là, j'obtiens une valeur qui est 234,99, quasiment 235. Et il faut savoir que le cycle de Méton, c'est 234,997. Et le cycle de Méton, c'est le nombre de fois où je crois que c'est 19 ans, je ne dis pas de bêtises. C'est un cycle en fait astronomique qui fait que tous les 19 ans, s'il y a une pleine lune, par exemple, le jour de votre naissance, 19 ans plus tard, il y aura aussi une pleine lune. C'est une configuration qui revient à la même place. Et donc, maintenant que j'ai fait ça, je fais la même chose, mais au lieu de calculer la circonférence du cercle, je vais calculer la surface du cercle d'un cercle de rayon 4712. J'ai pris un rayon au lieu d'un diamètre, là. Je trouve 6939,588 hectares. Et ça, c'est exactement égal à 235 lunaisons. C'est donc, on va prendre le temps, ça veut donc dire que si je calcule la surface du cercle avec la fraction 22 par 7, je trouve le cycle de Méton en jours. Si je calcule la circonférence du cercle en le divisant par 63, je trouve le cycle de Méton en lunaisons. Et les calculs sont si précis
que je pense que c'est pour ça qu'on a utilisé le nombre 9 ou 9000. En tout cas, une des raisons. Peut-être qu'il y en a d'autres qui m'échappent. Mais ça, c'en est une qui relie en fait les mesures à l'astronomie. C'est une des raisons clés. Et j'ai voulu aller plus loin, puisqu'on a parlé de la Terre et la Lune. J'ai voulu aller un peu plus loin. Et j'ai voulu, à partir des distances qu'il y a entre les planètes, voyez-vous, dans le monde antique, j'ai pas mis Uranus et Neptune, parce qu'elles sont à peine visibles à l'œil nu. Il y en a une qui est invisible à l'œil nu, l'autre c'est très très difficile de la voir. Et globalement, dans le monde antique, il est surtout question de celles-ci. Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Ce que je vais vous expliquer là marche aussi si j'intègre les autres planètes, hein, Uranus et Neptune. J'ai fait des tests, ça marche aussi. Mais j'ai mis ça, juste ça pour l'instant. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de voir, comme j'avais la distance Terre-Soleil qui me semblait être assez curieuse, en tout cas en lien avec la coudée royale et le nombre pi, j'ai essayé de voir, du coup, avec toutes ces positions de planètes, je peux créer plein de combinaisons de mesures. Je peux mesurer de Jupiter à Vénus, puis de la Terre à Mercure, puis du Soleil à Mars, puis de Mars à Saturne. Donc j'ai plein de combinaisons possibles. Avec 1, 2, 3, j'ai 8 objets. Je vais pouvoir créer 8 fois 7, ça fait 56, divisé par 2. Je vais pouvoir créer 28 mesures, par exemple. Et donc, ces 28 mesures, je me suis dit, tiens, c'est donc 28 distances qui existent, que je peux créer dans le système solaire. Si je les combine entre elles pour chercher des fractions, pour chercher le nombre pi, par exemple, autre chose comme ça, est-ce que je vais trouver des choses intéressantes ou pas? Eh bien, il y a un rapport qui apparaît 5 fois. C'est le rapport le plus redondant. C'est un rapport de 0,525. Et il apparaît de manière redondante à 5 reprises. Et j'ai essayé de simuler des distributions aléatoires des planètes, au pif, 1 million de simulations aléatoires pour voir ce qui se passe. Et quand je fais ça, je ne trouve pas la même chose. Donc ça veut dire que ce que j'observe là, cette fraction, ce rapport redondant de 0,525, ce n'est pas un coup de peau, parce que quand je fais les 1 million de simulations, en fait, il n'en trouve presque pas. Voilà, il ne trouve quasiment jamais ça. Et du coup, il considère que c'est très significatif. L'autre rapport qui émerge, il y en a deux, il y a un deuxième chiffre qui émerge. Alors la moyenne exactement, en cherchant de manière plus fine, c'était 0,5249, en faisant la moyenne de toutes les distances. Et il y a un autre rapport qui émerge à 4 reprises, c'est un rapport en nombre entier, c'est 6. C'est-à-dire qu'il y a au moins 4 rapports qui donnent un nombre entier entre les distances des planètes, qui est le nombre 6. Et c'est encore plus significatif parce que, compte tenu de la distance qu'il y a, créer des rapports de 1 à 6, c'est plus difficile que d'avoir des rapports de 0,525. C'est une histoire d'échelle de ce que j'ai à disposition. Et donc, en simulant 1 million de simulations aléatoires, en fait, c'est encore plus improbable de retrouver juste 4 nombres entiers qui sont des multiples de 6. Donc ça, c'est des choses... voilà, ça suppose qu'il y a peut-être quelque chose qui organise la position de ces masses dans notre système solaire. Ce n'est pas distribué tout à fait au hasard. Je ne peux pas dire exactement quel est le schéma, mais ce n'est pas distribué au hasard. Donc, maintenant, alors je vous montre très rapidement les exemples. Si je fais du Soleil à la Terre, et que je compare ça avec de Terre à Mars, en fait, UA, c'est une unité astronomique. Parce qu'en fait, on considère souvent que la distance Terre-Soleil, c'est ce qu'on appelle l'unité astronomique. Voilà, on considère que c'est 1. Et donc, de Terre à Mars, c'est 0,5237, là, voilà, au passage. Ça, c'est la première chose que j'avais notée il y a quelques années, en me disant, c'est étonnant, est-ce que c'est un coup de peau ou pas? Donc le rapport Terre-Mars et Soleil-Terre, c'est un rapport de 0,5237. Maintenant, si je prends Vénus-Mars, et je compare la distance Vénus-Mars à Soleil-Mars, ça fait 0,5252. On passe à la suite. Je compare la distance Vénus-Jupiter avec la distance Terre-Saturne. Hop,
0,5247. Ensuite, on a Terre, Jupiter, Mars, Saturne, 0,5245. On doit en avoir... J'en ai raté une ou pas? Non. On doit en avoir une dernière, que je n'ai pas nommée, qui était Mercure, Saturne, Mercure, Jupiter. 0,5263. Ça, c'est donc la moyenne. Et il y en a encore une que je n'ai pas mis, visiblement, qui était Mercure, Terre, Mars, Jupiter. Ah non, ça, c'est les nombres entiers, voilà. Ça, maintenant, c'est les rapports en nombres entiers que je vous montre. Ici, Mars, Mercure, Mars, Jupiter, Mercure, Terre, rapport en nombres entiers. Ensuite, Terre, Jupiter sur Soleil, Vénus. On a un autre rapport en nombres entiers. Ensuite, Mercure, Saturne, Soleil, Mars. Ouais, je ne l'ai pas mis dans l'ordre, je pense. On a un autre rapport en nombre entier ici. Et enfin, le dernier, qui est Mercure, Saturne, Soleil, Mars, que j'ai inversé mes lignes. Voilà, c'est des 4 rapports où on va retrouver des rapports en nombre entier quand je compare les distances. Donc en fait, ça fait intervenir, de toute façon, toutes les planètes interviennent dans ce jeu. Ou bien ça va être le rapport 6 qui intervient, ou bien le rapport 0,525. Non, je n'ai pas fait avec la ceinture d'astéroïdes. J'y ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. Et alors en plus, ce qui est difficile aussi, c'est, je crois, la raison pour laquelle je ne l'ai pas intégré, la ceinture d'astéroïdes, c'est parce que la distance est peut-être, je ne sais pas, à vérifier, mais peut-être pas ultra précise, parce que c'est a priori les restes d'une planète qui aurait été désintégrée ou qui n'est pas construite, je ne sais pas. Mais il faudrait tester quand même pour voir. Parce que j'ai pris les mesures les plus précises que j'ai trouvées pour faire ça. Mais je n'ai pas mis la ceinture d'astéroïdes. Et l'autre chose intéressante qui est curieux, que j'ai observé aussi en faisant cette démarche, c'est ça. Alors ça, c'est intéressant. Du Soleil à Jupiter et de Mars à Jupiter, on a un rapport, mais qui est d'une précision vraiment remarquable, qui vaut racine de 2. Et ça, je trouve ça intéressant parce que jusqu'à Mars, Mercure, Vénus, Terre et Mars, c'est des planètes telluriques. Ensuite, on change d'univers, c'est que des planètes gazeuses ici, Saturne et Jupiter. C'est pas du tout le même type de matière qui sont rassemblées. Et c'est comme s'il y avait un facteur d'un nombre qui délimite ces deux espaces, et ces deux espaces semblent être déterminés par la racine de 2. Alors, du coup, ça implique quelque chose d'amusant. Je crois que je l'ai amené là. C'est que si vous prenez, du coup, quand vous manipulez une feuille de format A4, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais une feuille de format A4, finalement, ça veut dire que cette largeur-là, ça correspond à ça, là. Et cette longueur-là correspond à Jupiter-Soleil. Et puis quand je fais ça, que je viens plier ma feuille comme ça, là, hop, il me reste ici un petit bout, là, une petite longueur. Cette petite longueur, c'est tout simplement de Mars au Soleil. Ça veut dire qu'avec ce schéma-là, j'ai ici, en proportion, Mars-Soleil, Mars-Jupiter, et Jupiter, le Soleil. Juste avec ça, vous imaginez? Une feuille de format A4. On dit un carré dans lequel on a rabattu la diagonale, parce que c'est ça, c'est un carré dont on rabat la diagonale, on crée le rectangle. Et bien ça, là, ça maintenant, je pense qu'à l'avenir, quand vous allez manipuler du format A4, vous n'allez plus voir le format A4 de la même manière. C'est fou quand même cette histoire. Là, je fais le Soleil, Mars, ensuite je fais Mars, Jupiter, et Jupiter, le Soleil, quoi. C'est pas en rapport avec le nombre pi, mais je me suis dit c'est tellement étonnant qu'il faut que je vous le mette, quoi. Ouais, c'est la racine. Oui, c'est la racine de 2. Ouais, voilà. Mais je sais pas quelle planète ça va correspondre. Mais voilà, c'est vraiment très très amusant. Très amusant. Pour ne pas dire fascinant, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais ouais, c'est drôle. Alors, mais effectivement, c'est assez étonnant parce que du coup, là, on y vient. C'est les deux
nombres redondants qui reviennent quand on combine les distances. Et si je multiplie 6 par 52,5, ça me fait 3,15 en fait. Hein. Là, j'ai pris les valeurs extrêmes. Hein. Donc les valeurs extrêmes dans tous les résultats que j'ai trouvés, ça me donnait 3,14, 3,16 ici. Et la meilleure moyenne, c'est 3,15. 3,15, c'est 63 sur 20. Et juste comme ça, les Mayas, eux, ils avaient un cycle astronomique assez extraordinaire. Pour essayer de comprendre les périodes des planètes, ils ont essayé de comprendre la mécanique de tout ce qui se passait dans le ciel. Et ils sont arrivés à une conclusion, c'est qu'ils avaient deux cycles majeurs, le Tzolk'in et le Kawin, un de 260 jours et un de 819, qui leur permettaient d'avoir un calendrier avec des systèmes de nombres entiers où on retombait sur nos pattes avec nombres entiers, avec toutes les périodes synodiques des planètes, donc Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, etc. Et avec ça, ils avaient été apparemment très heureux de ça, et c'était du coup leur calendrier sacré, reposait sur ces nombres-là qui leur étaient apparus comme étant les nombres clés des cycles planétaires. Or, 819 sur 260, ça fait 3,15 aussi. La fraction 63 sur 20. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Des fois, je ne sais pas encore quoi en tirer de ça, mais c'est juste des faits, ça. C'est des faits troublants. Et je vous amène au bonus, parce que le bonus va nous amener à la conclusion. J'ai mis le bonus avant la conclusion. Et parce que en me préparant ça, je suis tombé sur quelque chose. C'est toujours comme ça, quand tu prépares sur des choses, à la fin, tu tombes sur des trucs que tu n'attends pas. J'ai déjà évoqué quelquefois la notion de constante gravitationnelle. Et là, j'ai fait des constats vraiment étonnants ces derniers temps. Alors, voici quelques exemples. Une curieuse analogie numérique, ou une coïncidence, mais la gravité théorique sur la Terre, on peut la calculer sans la composante centrifuge, c'est-à-dire en imaginant que la Terre elle arrête de tourner, parce que quand elle tourne, forcément, nous, la gravité qu'on subit, elle est un petit peu réduite parce que la Terre tourne. Et donc, par la formule théorique, ça donnerait 9,86 mètres par seconde au carré. Donc, c'est lié au mètre, c'est lié à la seconde. Et la racine de ce nombre-là donne pratiquement le nombre pi. Alors, il y a longtemps que je sais ça, et je me suis toujours dit, c'est sûrement une coïncidence, ça n'a pas de sens, quoi. Mais il y a peut-être autre chose. Maintenant, regardons ce nombre-là, qui est lié à la gravité, ça c'est important, c'est la constante gravitationnelle. C'est la force, c'est une constante, une des trois constantes de la physique, qui a entre deux masses d'1 kg séparées d'1 mètre. Vous imaginez deux sphères de 1 kg chacune, séparées d'1 mètre. Entre les deux, il y a une force qui les attire, et c'est cette force-là. Et ça a été considéré comme la constante gravitationnelle. Regardez ce calcul comme il est étonnant. Le diamètre moyen volumétrique de la Terre, c'est 12 742 km. Si je divise la constante gravitationnelle par le nombre 12 742, etc., je trouve 0,5238. Ça fait 11 sur 21, mais en fait, ce 0,5238, si je multiplie par 6, ça me fait arriver à la fameuse fraction 22 par 7, quasiment exactement. Voilà, quasiment exact. C'est une sorte d'analogie numérique. Or, en point de vue science physique, ça n'a aucun sens. Aucun. Vraiment aucun sens. Mais d'un point de vue juste analogique, numérique, c'est exact. Comment c'est possible d'avoir autant de coups de chance? Parce qu'il n'y a pas un truc qui nous échappe. Parce qu'il n'y a pas un truc qu'on n'a pas compris dans la physique. L'erreur est tellement faible dans ce que je viens de vous donner là. C'est 1 mètre sur 75 km, pour vous donner un ordre d'idée de l'erreur. Et alors, si je divise la constante gravitationnelle par le diamètre polaire de la Terre, c'est-à-dire comme elle est un peu aplatie au pôle, je trouve 0,52497. 0,425, c'est ce qui nous amène à la fraction, enfin 52,5, à la fraction 63 par 20, si j'avais voulu extrapoler. Mais alors, c'est pas terminé par rapport à cette notion de gravité, parce que là, je suis tombé là-dessus.
Donc je vous réaffiche la constante gravitationnelle. C'est vraiment en essayant de faire des calculs vraiment purement intuitifs, quoi, en disant il y a un truc à creuser là-dessous, quoi. Bon, alors je fais des calculs, je vous le montre tel que j'ai fait le calcul, hein, comment je suis arrivé là. Je dis, bah tiens, je vais diviser la constante gravitationnelle par pi pour voir ce qui se passe, en prenant la fraction 22 par 7. Je fais ça, et je vois apparaître sur ma calculatrice ce chiffre-là. De tête, je sais à peu près ce que c'est. Je l'ai croisé souvent, pendant très longtemps, sans savoir à quoi ça pouvait correspondre. Et je l'ai trouvé dans l'architecture à barre tellement souvent que j'ai fini par comprendre que 2,12 correspondait à une approximation de 3 sur racine de 2. C'est quelque chose qu'on va retrouver en géométrie assez souvent. Quand vous avez racine de 2, c'est lié au carré. Quand vous avez le nombre 3, c'est lié à de la géométrie qui va être liée par exemple à des triangles équilatéraux, ce genre de choses. Donc, c'est un nombre vraiment très fréquent en géométrie que je rencontrais. Pendant longtemps, je ne savais pas ce que c'était. Mais ce n'est pas hyper précis. Et pour moi, ce n'est pas très précis. Quand j'ai 99,9, souvent, je me dis, ouais, c'est pas une relation très fiable, quoi. Donc, je me suis dit, bon, bah, faisons les choses dans l'autre sens. Là, ce que je viens de vous montrer, ça suppose qu'un cercle de diamètre 2,1236, produit 3 sur racine de 2, aurait une circonférence qui aurait numériquement la valeur en mètres de la constante gravitationnelle. C'est juste des analogies numériques, ce n'est pas de la science physique, hein. Du coup, j'ai voulu voir quel aurait été le pi qui en découlerait, parce que ce n'est pas tout à fait exact, mon histoire. Alors, du coup, j'ai fait l'inverse, j'ai divisé ça par 3 sur racine de 2, et je vais voir quel pi théorique il faudrait choisir. Le pi théorique ferait 3,14,629. Et comme j'ai une bonne mémoire des chiffres, j'ai dit, ah, mais 3,14,629, c'est facile. C'est racine de 2 plus racine de 3. En fait, ça fait 3,14,626. Hein. J'ai une erreur 300 millième, pas chipoter, mais c'est vraiment une erreur dérisoire, quoi. Mais attention, ce qui est intéressant, alors déjà c'est ultra précis ce que je viens de vous dire, hein, que c'est voilà, le niveau de précision, mais 3 plus racine de 2, regardez bien, ce tour de passe-passe étonnant, c'est égal à la moyenne des deux fractions 22 par 7 et 63 par 20 si je veux approcher le nombre pi. C'est-à-dire que si j'ai 22 par 7 et 63 sur 20, j'en fais la moyenne, je trouve 3,14,64. Voilà, niveau de précision, 99,995% de précision. Ces deux fractions sont quasiment, là, racine de 3 plus racine de 2, c'est quasiment égal à la moyenne de ces deux-là. Quasiment. Et sur le plateau de Gizeh, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'encadrement des pyramides, c'est d'est-ouest 1418 coudées qui a assimilé à racine de 2, et de nord-sud, c'est 1732 coudées, c'est racine de 3. Et tout ce plateau, là, ils nous font des cercles où ils nous montrent qu'il y a 6300 coudées sur le périmètre du plateau, etc. Et là, dans notre équation, on a quand même racine de 2, racine de 3, et nos fractions, là, qu'on retrouve partout quand on étudie l'architecture. Donc c'est vraiment étonnant, c'est surprenant. Et parce que d'un point de vue physique, théoriquement, ça n'a pas de sens. Parce que racine de 2, c'est lié à un carré, racine de 3, c'est lié à un cube, et nombre pi, c'est lié à un cercle. Et là, on parle d'une constante qui est de la physique, quoi. Mais c'est là que ça m'amène à une réflexion, c'est que la gravité, elle relie les corps dans l'espace, non seulement par des forces, mais peut-être aussi par des rapports de forme, d'équilibre géométrique, en l'occurrence ici le carré et le cube, ou le cercle et la sphère. Mais en fait, ça paraît tout à fait logique quand on y réfléchit, hein, parce que les planètes sont des sphères. On vient de voir tout à l'heure qu'avec mon histoire de feuille, là, ici, la masse, les planètes telluriques, Jupiter et le Soleil, finalement, on a une espèce de système qui marche avec 1 et racine de 2. Et on arrive à ce résultat surprenant. Et je me suis dit, en fait, j'ai peut-être eu un coup de peau. Alors, j'ai fait des essais
en combinant maintenant ces trois nombres avec un programme voilà, que j'ai fait faire par de l'intelligence artificielle. J'ai passé une petite journée à essayer de faire fabriquer par notre assistant informatique un outil qui permet de faire des combinaisons de ces trois nombres avec tout ce qui est possible, addition, soustraction, multiplier, diviser, racine carrée, mise au carré, avec des parenthèses, comme vous voulez. Du coup, il va créer 1329 équations. Et je lui ai dit, ben voilà, combien de fois tu vas trouver la constante gravitationnelle avec la même incertitude de mesure que nous avons aujourd'hui en physique. Et finalement, il génère ça et il arrive à la conclusion, en faisant 1 million de simulations, que c'est assez peu probable de créer par hasard, avec trois nombres que tu prends au pif, de tomber là-dessus. Bon, je ne sais pas, mais c'était juste que je voulais vérifier que mon truc n'était pas une illusion purement voilà, mathématique. De plus, dans le test qu'on vient de faire, que j'ai fait, que je vous ai montré avant, j'ai pas mis de racine carrée et de mise au carré. Hein. J'ai utilisé que addition et multiplier et diviser. J'ai même pas mis la soustraction. Donc si je vraiment étais strictement en utilisant que ces modes opératoires et ces trois nombres, et il est pareil, les expériences en simulant le hasard 1 million de fois me donnent peu de chances d'y arriver. Voilà, c'était juste c'était juste quelque chose que j'ai voulu faire pour essayer de voir si ça pouvait être intéressant de creuser là-dedans. Et finalement, en faisant ça, je suis arrivé quand même à une réflexion. Enfin, il y a une réflexion qui m'est venue. C'est que les constantes en physique qu'on connaît, la vitesse de la lumière, la constante de Planck et la constante gravitationnelle, on ne les a jamais calculées. Et c'est très important. On ne les a jamais calculées, on n'a fait que les mesurer. C'est que issu de la mesure. Et ensuite, on injecte dans les équations, et ça marche plutôt bien. Mais tout ce qu'on a mesuré, en fait, la vitesse de lumière, la constante de la gravité, c'est lié à de la mesure. On a fait des expériences, tout ça, et on est arrivé, ouais, ok, c'est ça, avec une certaine incertitude de mesure qui varie. On n'a jamais calculé la vitesse de la lumière. On ne sait pas qu'est-ce qui détermine la vitesse de la lumière. On ne sait pas qu'est-ce qui détermine la constante gravitationnelle. On les a mesurés. Et là, ça change tout, parce que peut-être qu'en fait, il ne faut pas mesurer, en fait. Peut-être qu'en fait, c'est simplement que ça a été déduit. Ça peut être déduit. On pourrait déduire de la géométrie, déduire de lois mathématiques les constantes. Alors que nous, on fait l'inverse. On passe notre temps à essayer de mesurer, et à partir de ça, on se dit, ben voilà, ok, on va essayer de construire des lois à partir de nos mesures. Et dans toute l'histoire de l'humanité, la géométrie, elle a été fondatrice dans l'histoire des sciences, et on le voit très bien avec l'exemple des pythagoriciens et du quadrivium. Dans toutes les civilisations, hein, les Indiens, les Arabes, etc., ils ont souvent vu l'univers comme étant structuré par des lois géométriques universelles. Ils ont vu ça. Et nous, petit à petit, eh ben, on a abandonné ça. Voilà, on a abandonné la géométrie, c'est devenu un truc purement analytique, et en fait, en faisant ça, on perd peut-être l'essence même, quoi, cette espèce j'ai écrit, la portée symbolique et intuitive a été perdue, parce qu'on a abandonné de penser avec la géométrie et les nombres. Notre système scientifique est très différent. Et on a traduit un langage sacré en une langue utilitaire sans vraiment en comprendre la profondeur. Et il y a des pistes sérieuses qui ont déjà été évoquées pour répondre à ce gros problème que posent les équations de la physique, qu'on n'arrive pas trop à relier entre elles, parce que si vous avez entendu parler de la théorie du tout, on voudrait relier les grandes constantes fondamentales par une équation qui expliquerait toute la conception de l'univers, etc. Et ça, on n'arrive pas à le faire. Mais il y a quand même quelques théories alternatives qui suggèrent, comme la théorie des cordes, voilà, peut-être que vous avez entendu parler de ça. Bon, je ne pourrais pas vous expliquer ce que c'est la théorie des cordes, mais en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait d'autres théories qui tentaient de répondre à ces questions avec justement des formes géométriques, où il commençait à intégrer, comme s'il y avait des structures géométriques qui étaient discrètes, invisibles, et qui structuraient les choses. Mais voilà, ce sont des recherches qui sont un peu marginalisées, et puis
parce qu'on reste toujours dans une optique où en gros, on expérimente et on mesure. Et alors que peut-être, il faut en passer par autre chose. Et du coup, il y a aussi un autre problème, c'est que les réformes, s'il y en a une à faire un jour, ça va prendre des plombs parce que c'est souvent très très long. Quand vous avez un changement de paradigme en science, vous mettez un moment à ce que ça passe, quoi. Et moi, ça m'a amené à cette conclusion. En fait, en préparant cette conférence, je suis vraiment arrivé à cette réflexion qui rejoint la question que tu posais tout à l'heure, c'est mais comment est-ce qu'il mesurait la distance de la Terre au Soleil, par exemple, hein. Et peut-être que tout simplement, il y a des choses qui n'ont pas été mesurées, parce que c'est effectivement, je me suis souvent posé la question, mais comment ces gens-là pouvaient mesurer des choses aussi fines? Quand je vois les galères qu'on a, nous, pour arriver à certaines mesures, mais peut-être qu'en fait, ça a simplement été déduit. Une fois que vous avez compris quelque chose, un principe clé, peut-être qu'il est possible de déduire de tous ces principes, eh bien, la constante gravitationnelle, la vitesse de la lumière et d'autres paramètres, quoi. Donc c'est vraiment une autre façon de voir les choses. On n'est plus du tout dans l'optique qu'il va falloir mesurer pour comprendre. Il va plutôt falloir déduire. C'est une autre voie. Et je pense que c'est plutôt la voie des anciens qui était plutôt de cet ordre-là, quoi. Donc nous, on mesure les constantes avec des instruments et on les injecte dans les modèles. Et les anciens, ils déduisaient peut-être les constantes à partir de structures géométriques idéales, parce qu'ils voyaient le monde comme construit par des rapports harmoniques. Bref, c'est une logique inversée. Nous, on part du chaos vers la loi, et eux, ils semblaient partir de l'ordre vers une expression visible de la loi. Et donc, cette fameuse théorie du tout qui consiste à unifier les trois constantes de Planck, la gravité, la vitesse de la lumière, eh ben, peut-être que si on veut y arriver, il va falloir passer plutôt par la forme, par la géométrie, et non par des calculs, des mesures, quoi. Il va falloir trouver une autre méthode peut-être. Donc voilà un petit peu les réflexions que je me suis fait en terminant de préparer tout ça. Je ne pensais pas en arriver jusque-là, mais il y a des choses, effectivement, comment les mesurer en Égypte, à l'époque, même aujourd'hui, la constante gravitationnelle, les mesures physiques qui sont faites, selon les expériences, ils arrivent à des résultats qui sont quand même des fois bien différents, hein. Il y a un écart qui est important. Et peut-être qu'il y a moyen d'arriver à ces réponses autrement. Donc voilà un petit peu où j'en suis arrivé, quoi. Et je m'arrête là.